Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, l'émission de Lyon Mac TV qui décrypte l'actualité lyonnaise de la semaine. Pour m'accompagner aujourd'hui, Rémi Anakovic, avocat et ancien élu lyonnais. Bonjour Rémi. Bonjour. À vos côtés, l'universitaire, chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour Romain. Bonjour Alexis. Et mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire du jour, Lyon plus pollué que Shanghai cette semaine. Faut-il attendre 2026 pour installer une ZFE restrictive? Budget participatif de la ville de Lyon, un petit os à ronger ou un vrai bouleversement démocratique? Reconquête, premier parti du Rhône, mais des idées peut-être vouées à échouer à Lyon. Et puis Bruno Bernard est en quête de notoriété. Rester l'inconnu le plus puissant de la région est-il vraiment un problème? Avec le froid, la pollution s'est installée confortablement dans l'agglomération lyonnaise. Depuis quelques jours, on a enchaîné les alertes, les mesures de restriction préfectorales, notamment la circulation différenciée. Puis cette semaine aussi, Lyon était plus pollué que Shanghai en Chine. Il y a eu cette révélation sur les taux de pollution inquiétants dans les écoles de l'agglomération. Aujourd'hui, tout est prêt ou presque pour réduire drastiquement le nombre de voitures dans l'agglomération. Ça s'appelle la zone à faible émission, ZFE, et elle doit par étapes et par paliers exclure d'ici 2026 les véhicules les plus polluants. Alors Raphaël, est-ce qu'on peut encore attendre 4 ans ? C'est une bonne question. En fait, cet outil, globalement, quand on demande aux différents élus, tout le monde est d'accord. C'est le bon outil. L'opposition, elle se fait sur le calendrier. En disant que les écologistes veulent aller trop vite. La loi impose 2026, ils veulent tenir ce calendrier. Honnêtement, on a le sentiment que ce calendrier n'est pas tenable en réalité. Même s'ils vont vouloir forcer un peu le rythme pour pouvoir le finir dans le mandat, il y a quand même une vraie difficulté à faire changer 75% du parc d'automobiles de l'agglomération en 4 ans. Il y a eu déjà une ouverture de la part de Bruno Bernard auprès des entreprises. Dans des rencontres avec les entreprises, il laisse dire que peut-être il pourrait y avoir des aménagements pour les entreprises qui auraient du mal à s'adapter d'ici 2026. Mais en tout cas, oui, ça va commencer cette année. Moi, j'ai jamais été convaincu que ce soit vraiment le bon outil, la zone à faible émission, parce que socialement, ça pose une vraie question. Et je trouve que ce qui est dommage, ce qui aurait pu aller beaucoup plus vite, c'est la piétonisation. On sort quand même d'une période de confinement où les gens avaient pris l'habitude de laisser leur voiture et de se déplacer en ville autrement. On avait pris l'habitude de voir la ville sans voiture. Les écologistes sont très ambitieux en matière de piétonisation. Pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite ? Pourquoi ne pas avoir privatisé des rues dès le départ ? C'était fait. Alors que là, finalement, ils vont lancer une grande concertation durant toute l'année 2022, pendant laquelle les gens vont reprendre l'habitude de prendre leur voiture. Et puis à la fin de l'année 2022, on va dire on va commencer à piétoniser en 2023, 2024. Donc il va falloir reconvaincre les gens de relaisser leur voiture, alors qu'il y avait une opportunité d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace, y compris en matière de pollution. Rémi, vous partagez l'avis de Raphaël sur la ZFE. Pour vous, ce n'est pas le bon outil pour lutter contre cette pollution qui nous étouffe actuellement ? Bon, la ZFE, c'est un outil. Il y en a d'autres. Mais je voudrais juste vous donner un chiffre, parce qu'en préparant l'émission, je me suis documenté sur un certain nombre de choses. 2015, 32 heures d'embouteillage par an et par conducteur automobile. 2021, 102 heures d'embouteillage. Le problème, si on parle de pollution, c'est les embouteillages. C'est une grosse part du problème. Donc il faut régler ce problème de l'embouteillage à Lyon, parce que Lyon est devenue une ville qui est beaucoup trop embouteillée. Bon. Donc ça, c'est un des problèmes qu'il faut régler. La ZFE, c'est de dire on va renouveler le parc automobile et on va utiliser des véhicules moins polluants. Ok, c'est une donnée de l'équation. L'autre donnée de l'équation, c'est les embouteillages. Et je trouve de ce point de vue-là que le maire, malgré les bonnes intentions qui sont les siennes, prend les choses à l'envers. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la montée de Choulan, on emmerde les gens, c'est un terme bien à la mode aujourd'hui, sans leur offrir d'alternative. Et à la limite, le téléphérique, c'était une alternative. Il aurait fallu faire le téléphérique d'abord et la mise sur une voie ensuite. Et donc il faut régler à la fois le problème des émissions de polluants, ça c'est le sujet de la ZFE et on le fera dans le temps, mais il faut aussi régler le problème de la circulation. On ne va pas réduire comme ça du jour au lendemain. Et si on veut que les gens n'utilisent plus leur voiture, il faut leur proposer des alternatives. Et aujourd'hui, c'est pas le chemin qu'on prend. En tout cas, moi, dans le plan de déplacement et dans le plan du maire, je ne vois pas ce qu'il va faire pour offrir des alternatives à la voiture. Donc on a plusieurs problèmes à régler, peu évident. C'est clair, la ZFE n'est qu'un des problèmes. Non, mais trouver des alternatives à la voiture, les gens le font si justement prendre la voiture, c'est devenu insupportable parce qu'on passe 1 heure dans les bouchons. Donc ça se fait naturellement. C'est l'emmerdement maximum. Oui. En fait, on va tellement emmerder les gens. On va tellement emmerder les gens quand ils sont dans leur voiture qu'on va les contraindre à ne plus la prendre. Et il y a une autre solution,
c'est l'augmentation du prix de l'essence. Enfin, je veux dire, on peut aussi le dire, l'essence devient tellement chère aujourd'hui que de toute façon, on va obliger les gens à faire autrement, parce que les gens n'auront plus les moyens de passer des heures en voiture à consommer de l'essence sans même pouvoir circuler. Bon. Sur les transports en commun, l'argument du centre-ville, il est faux, puisque l'alternative en transport en commun en centre-ville, elle est là. Il y a plein de moyens de se déplacer autrement. En centre-ville. Oui, c'est pour ça qu'en centre-ville... Au niveau de l'agglomération. Mais en tout cas, en centre-ville, piétonniser ou, comme ils le font, effectivement, réduire la circulation en centre-ville, ça pose pas de problème, puisque les gens peuvent venir en centre-ville de manière différente. À l'échelle de l'agglomération, évidemment, c'est plus compliqué. De passer d'une banlieue à une autre, en transport en commun, c'est plus compliqué. C'est sûr, faire Oulin-Vaux, c'est quand même complexe. Oui, mais si le prix de l'essence augmente, ça, c'est le jeu du marché. Bon, il y a beaucoup de taxes. Et si les voies s'engorgent, naturellement, les gens prennent moins leur voiture. Donc, c'est même pas un problème d'intervention publique, c'est que, naturellement, les gens prennent moins leur voiture. Enfin, c'est un choix politique qu'il faut assumer, quoi. C'est la seule chose que je demande au maire, c'est-à-dire Macron dit moi je vais emmerder les non-vaccinés, il faudrait juste que le maire dise moi je vais emmerder les automobilistes. À la limite, c'est un choix politique que je comprends très bien. Mais il faut l'assumer, ce choix. C'est un choix qui a été fait par tous les maires successivement. Ça a commencé déjà avec Michel Noir quand il avait rendu la traversée impossible de la presqu'île. Raphaël, juste retenons le chiffre, 102 heures d'embouteillage. Oui, mais pour les gens qui prennent leur voiture. Je veux dire, on est à un niveau qui est objectivement assez insupportable. Pour les gens qui continuent à aller en centre-ville en voiture, c'est sûr que le temps passé dans les bouchons va augmenter de plus en plus. Mais la plupart des déplacements en centre-ville ne se font pas en voiture, ils se font à pied. Et pour eux... Non mais c'est l'accès. Ça, on parle des gens qui sont à l'extérieur, mais c'est sûr que pour les gens qui sont en centre-ville, qui font leur trajet à pied aujourd'hui, on laisse encore 80% de l'espace urbain aux automobiles. Il y a quelque chose qui est déraisonnable. Il y a plein d'endroits où on peut pas circuler de manière confortable à pied, alors que l'essentiel des trajets se font à pied. Mais si on fait 1h30 d'embouteillage dans une voiture électrique, normalement, on ne devrait plus avoir ce nuage noir au-dessus de Lyon, comme on a vu sur Twitter, ce chasseur d'images incroyable, qui a pris ce nuage incroyable, qui effectivement... Les photos sont incroyables. Oui, les photos sont incroyables. On va vous la mettre pour que vous puissiez vous rendre compte. En post-production, on peut faire ça. C'est la magie de la télévision. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. Simplement, puisqu'on voit qu'au niveau des alternatives, on est encore en retard, que la ZFE, visiblement, donc ça ne peut pas être pour tout de suite, voire même peut-être pas pour 2026, pour ce qui était prévu à la base. Ce problème d'embouteillage... C'est le pari que je fais, mais eux, ils annoncent qu'ils vont le tenir. Bah, évidemment. Vous avez souvent raison, Raphaël. Non, mais je veux dire, vous pouvez pas dire, la métropole qui est dirigée par un vert peut pas dire on va le faire en 2026, sachant que j'imagine qu'aujourd'hui, quand l'UAP, le GAN, je sais pas moi, la BNP s'équipe d'une flotte de voitures pour ses commerciaux, tout ça, il n'y a pas une voiture qui soit autre chose qu'à l'électrique. Donc, ça serait quand même fou que Bruno Bernard et l'UVert disent non, on va être en retard, c'est pas grave. C'est pas possible. Et si on instaurait une circulation alternée, une circulation différenciée toutes les semaines, tous les mois. En tandem ? En tandem. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant justement pour lutter contre ces embouteillages ? Ou, Rémi, vous y croyez pas du tout ? Non, mais c'est pas ça, mais enfin, ça suppose de changer très en profondeur les comportements des gens. C'est l'objectif. Et puis c'est l'objectif. Et puis dernière chose, enfin moi je trouve que toutes ces mesures en fait elles favorisent les riches. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est les riches qui peuvent changer leur bagnole pour s'acheter une voiture. Pas la piétonisation. Non mais ah si, la piétonisation ça favorise les riches à 100%. C'est-à-dire que vous êtes en centre-ville, vous avez des voitures insupportables tout le temps. Pas les riches en revenus. Les gens riches, c'est les gens qui ont un appartement rue Édouard Herriot. Il vaut 1 million leur appart. À partir du moment où il n'y a plus de voitures qui passent en dessous, il vaut 2. Donc, grosso modo, vous êtes 2 fois plus riche et vous étiez déjà très riche. La piétonisation, c'est vraiment un truc de super riche. En tendance, je ne suis pas sûr. Quoi en tendance ? Non, mais sur la piétonisation. Est-ce qu'il y a des études d'impact qui ont été faites sur les effets de la piétonisation ? Est-ce que vous pensez vraiment que les gens... Mais les gens ne vont plus venir à Lyon. Si on piétonise tout le centre-ville, ils ne vont plus venir à Lyon, ils ne vont plus se garer, ils ne vont plus faire leurs courses. Et ça va avoir un impact, à mon avis, assez défavorable sur le commerce. Donc, en tendance, je ne suis pas sûr que ça valorise vraiment le centre-ville de Lyon de le fermer à la circulation. Quand vous êtes rue Édouard Herriot, tous les vendredis, il y a des gens qui font leur rodéo. C'est insupportable quand vous habitez là. Parce que la piétonisation, ça va arrêter ça ? Bien sûr. Quand il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de... Vous êtes d'une confiance dans la nature humaine qui est formidable. Pas du tout. J'ai pas celle-là. Ah bon ? C'est à cause de votre métier, peut-être. Sur les rodéos, je ne suis pas sûr que la piétonisation arrête les rodéos en centre-ville. Vous pouvez le croire, j'en suis pas certain. Bon,
On n'a pas trouvé de solution pour aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler. On passe à notre bien deuxième sûr. sujet du jour. Il concerne le conseil municipal de Lyon qui se tient en cette fin de semaine. Le budget était notamment voté. Pour la première fois, un budget dans le budget a été proposé par les écologistes. 25 millions d'euros qui sont mis à la disposition des Lyonnais. Ce budget participatif permettra aux habitants, aux associations de proposer et donc de financer des projets. C'est quelque chose qui a déjà été lancé récemment à Villeurbanne. Rémi, vous avez siégé au conseil municipal de Lyon. Ça remonte, ça commence à remonter finalement. À l'époque, on ne voyait pas ce genre de choses. Pour vous, c'est un beau geste démocratique ou c'est un os à ronger qui est lancé à des gens qui votent déjà écolo? Bon. Nous, comme moi j'ai été élu, donc période 2001-2008, il y a eu la création des conseils de quartier. Je pense que Raphaël s'en souviendra aussi. Mon problème avec ce projet de 25 millions qui est accordé, alors juste on redonne les chiffres, le budget de la ville de Lyon c'est à peu près 1 milliard. 25 millions, pour moi, c'est un montant qui est très significatif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un montant qui est très significatif. Mon point, c'est que ce type de démarche a deux défauts. Je ne dis pas que je suis contre, mais elle a deux défauts majeurs. Pour moi, c'est philosophique, je suis très attaché à la démocratie représentative. Et en fait, je fais confiance à mes élus. C'est peut-être pas dans l'air du temps, mais je fais confiance à mes élus. C'est quoi? C'est le chef qui est là pour cheffer? Non, les élus sont là pour prendre les décisions. Oui, en fait, on les élit pour ça. Ils sont responsables des deniers publics et on leur demande de les investir intelligemment. L'exécutif actuel de la ville de Lyon, c'est pas ma couleur politique, mais je respecte son élection et je respecte les choix qu'il fait. Je peux les critiquer, mais en tout cas, je les respecte. Ça, c'est la démocratie représentative. Bon. En faisant participer les citoyens dans la prise de décision, en fait, on essaie de mettre une touche de démocratie directe en disant finalement l'argent on va faire comme ça, etc. Ben moi, je suis plus attaché à la démocratie représentative qu'à la démocratie directe. Donc ça, c'est philosophiquement. Après, d'un point de vue pragmatique, je sais trop ce qui va se passer. Parce que j'ai trop vu la création des conseils de quartier, le pilotage par les élus, l'entrisme, l'infiltration, etc., etc. Les conseils de quartier, c'était une bonne idée parce que c'était de créer des instances de concertation avec les électeurs, enfin avec les citoyens. Créer de la concertation, c'est évidemment une bonne idée. Leur donner le pouvoir, je sais très bien ce qui va se passer. C'est que tous ces projets-là vont être téléguidés, infiltrés. Le budget va être mangé systématiquement sur des projets parfois qui seront des non-sens. Ce que je crains, c'est vraiment le dévoiement du système qu'on va mettre en place. Peut-être que mon ami qui a beaucoup plus confiance dans l'être humain va penser que c'est formidable, mais moi, je vois trop les défauts pour l'instant dire ça va être génial. Vraiment, pour l'instant, je suis très très prudent sur ce genre d'initiative. Mais c'est un peu contradictoire ce que vous dites, parce que d'un côté, vous dites les élus, ils sont là pour ça, puis après, vous dites de toute façon, ça va être phagocyté par les élus. Non, mais moi, les élus sont là pour prendre les décisions, et moi, c'est juste ça. C'est juste ça. En fait, les élus en tendance, ce sont des gens sérieux, investis et honnêtes. On doit leur faire confiance. Créer des outils comme ça pour aller mettre des budgets, 25 millions, c'est énorme. C'est par an, ce budget-là? Ah non, il y en aura deux. Non. Il y en aura deux dans tout le En fait, mandat. il y a une enveloppe. 50 millions sur le mandat? Pas tout à fait. En fait, il y a 25 millions qui sont coupés en deux, donc il y aura 2 fois 12,5. Mais dans le mandat ou Dans le mandat, dans le mandat, oui. Parce que franchement, de ce que j'ai lu, c'était peu clair. Bon. Le type de projets qui vont être financés, vous avez une idée? Non, mais bien sûr, le risque, parce qu'en fait, ça, c'est découpé après encore en arrondissement. Parce que les 25 millions, ils sont redécoupés en arrondissement. C'est pas 25 millions et on y va, on a le droit. Et qui pilote les projets? Ah bah... C'est encore très flou. Il y a un groupe de pilotage. Mais c'est vrai que un groupe de pilotage qui sera composé avec qui? Non, mais après, alors là, sur le truc, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est évident que les gens qui vont me proposer de mettre des bacs à fleurs à tel endroit, c'est évidemment des gens qui sont déjà motivés, qui sont déjà dans les conseils de quartier, qui sont retraités, qui sont CSP+, et que ça va pas vraiment faire émerger une population qui politiquement s'intéresse pas à la politique et à la gestion commune, et qui tout d'un coup se saisirait de cette possibilité de faire de la démocratie différente. J'y crois pas un instant. Avant de donner la parole à Raphaël, simplement, vous demandiez des exemples, on n'en a pas encore, mais je peux vous donner ceux de Villeurbanne, puisque ça s'est déjà lancé. On avait par exemple un terrain de basket au Tonkin, des bornes anti-moustiques, de la végétalisation, des tonnelles ombragés, des poubelles dans un parc. Prenons l'exemple du terrain de basket au Tonkin. Qu'est-ce qui empêchait le conseil de quartier du Tonkin de faire cette proposition en concertation avec les élus, de remonter l'idée et de laisser les élus mener le projet? Oui, mais là, ça donne l'impression aux gens que c'est eux qui décident. Mais ça donne l'impression. Donc l'idée, c'est ça, c'est de donner l'impression aux gens que c'est eux qui décident. Ça, c'est inquiétant. Objectivement, c'est inquiétant.
Raphaël ? Non, mais je pense qu'il y a une vraie question effectivement sur la démocratie. C'est pas tellement donner l'impression. Quel va être l'indicateur du résultat de cette politique, en fait ? Pour moi, le bon indicateur, c'est ceux qui participent. Est-ce qu'ils ont voté aux dernières municipales ? Si on n'a que des gens qui ont déjà voté, effectivement, c'est une politique qui ne sert pas à grand-chose, puisqu'on va dire que ce sont des gens qui considèrent que les élus sont là pour les représenter et ils ont fait un choix. Par contre, si ça arrive à faire venir dans une démarche finalement politique, citoyenne, des gens qui ne sont pas allés voter, bah là, du coup, ça a un intérêt. Et on peut pas nier qu'il y a pas un problème, enfin qu'il y a un problème sur la participation aux élections. Elle est de plus en plus faible. Elle a été particulièrement faible à ces municipales. Beaucoup de gens ne croient plus en la politique. C'est vrai, on va dire, dans toutes les démocraties occidentales. Il y a une urgence à la réinventer, cette démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il faut chambouler ses bases. À mon avis, au contraire, il faut revenir à ses racines. Mais il faut... alors, ça peut être un très bon outil, y compris dans des quartiers populaires, leur dire, bah voilà, concrètement, c'est vous qui pouvez choisir comment on va aménager votre quartier, votre immeuble. Si les gens s'en emparent, mais ça veut dire aussi un accompagnement oui, mais s'il y a un accompagnement, alors la première raison, ça va être l'encadrement. Qu'est-ce qui va faire qu'un élu va accepter d'encadrer et de se laisser complètement déborder alors qu'il a des idées très claires, lui, sur le quartier. Et évidemment, il ne va pas le faire. Non, mais c'est un peu comme un jury d'assises, j'imagine. Alors ça, vous devez connaître mieux que moi, mais j'imagine qu'un jury d'assises, quand on met... Alors, bon, c'est pas le sujet, mais les jurys d'assises... Non, mais les magistrats professionnels qui sont dans le jury d'assises sont extrêmement respectueux. Si. Alors, et j'ai des témoignages de gens qui ont participé à des jurys. Bon, ok, d'accord. Alors, non, vraiment, c'est leur mission. Ok. Mais je trouve que en plus, c'est un très bon exemple, les jurys d'assises, parce que c'est aussi un peu le modèle de la conférence pour le climat, qui avait été annoncé par les 150, par Emmanuel Macron, je trouve, globalement, qui a été bien menée. C'est une démarche qui est vraiment intéressante. Ce qui est dommageable, c'est que derrière, on ait dit aux citoyens, proposez-nous quelque chose, et qu'ensuite ce soit le politique qui s'empare de tout le reste. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. La cohérence, ce serait que ces citoyens puissent continuer à suivre les projets par projet, ou qu'il y ait de nouvelles démarches. Moi, je pense que la démocratie a besoin de se réinventer avec ce type d'outils, mais c'est évident que c'est pas le principe d'un budget participatif qui fait le changement, c'est comment ça va être mis en œuvre derrière. Après, c'est vieux le budget participatif. Je me souviens de Grigny, alors je me souviens plus du nom du maire parce que j'ai aucune mémoire des prénoms, mais enfin, c'est un truc qui existait depuis 2001, son budget participatif. Et ça montrait aussi combien politiquement, quand vous le faites laisser le faire, c'est politiquement difficile parce que les gens s'emparent vraiment des choses. Oui. Et à partir du moment où ils vous remettent en cause en tant que maire, parce qu'ils se disent, finalement, maintenant j'ai compris et tout ça. Ça dépend sur quel exercice, parce qu'on voit en ce moment qu'il y a beaucoup de concertations et que c'est pas un succès populaire incroyable, notamment celle sur la ZFE qui pour le coup va concerner tout le monde. Elle fait un peu un four, et il y a celle sur le téléphérique, mais qui du coup concerne que les personnes qui potentiellement vont avoir un pylône dans leur jardin. Donc on voit que sur cet exercice-là, les écologistes ont du mal, et c'est vrai que peut-être que le budget participatif va pouvoir faire une bascule qui sera intéressante. Enfin, je retiens juste de ce que tu as dit, Raphaël, c'est que ça pouvait contribuer à... il faut changer le processus de décision. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr. Non, c'est parce que... tu dis que ça peut ramener des gens dans le giron de la prise de décision, dans le vote, etc. Alors déjà, 25 millions, il faut savoir combien de personnes ça va ramener. Je veux dire, c'est cher. Je trouve ça un peu cher payé sur les finances publiques mais bon, c'est pas 25 millions pour eux, c'est pour des projets dont bénéficieront tout le monde. Mais on va mettre 25 millions en espérant que, si je comprends ce que tu dis, qu'on va mobiliser des gens qui se mobilisaient plus et on va les réimpliquer dans la vie de la cité. Le sens de ton propos, c'est ça. Bon, moi, je serais attentif à voir effectivement qui va participer. Ouais. S'il n'y a que des militants écolos, ça n'a pas d'intérêt. Et je serais très intéressé également de voir ça. Mais vraiment, fondamentalement, réinterrogeons-nous sur le fonctionnement de la démocratie représentative. Le sujet, il est là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez confiance dans vos élus ? Mais la question, elle est aussi simple que ça, parce qu'à chaque fois qu'on va amoindrir le rôle du politique, à chaque fois qu'on va leur enlever un budget pour le donner à un autre, c'est exactement ce qu'on fait dans le projet de budget participatif, on réduit le rôle de l'élu, ça veut dire qu'on lui enlève la confiance que le vote lui avait donnée. Oui, enfin, sauf qu'à la fin... Il y a un vrai sujet, à traiter. À la fin, c'est quand même voté par le conseil municipal, hein. Oui, c'est encadré par le conseil municipal. C'est un peu comme la gestion. C'est comme la gestion du Covid par. Bon, d'accord. Ok, il fallait le dire. Non, mais voilà. Il fallait le dire. Non, mais je pense que pour le coup, c'est un vrai contresens parce que on peut dire la même chose sur la gestion du Covid par Emmanuel Macron. Globalement, on est sur une décision qui reste très centralisée, très jacobine, et qui. Pour ça.
il n'a pas été élu en prévision d'une crise. Considérer que dans toutes les écoles de France, ce soit normal qu'on apprenne la veille de la reprise, qu'on apprenne les nouveaux protocoles. Dans un article payant d'un journal, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne. C'est pas parce que c'est pas affaiblir les élus que de demander aux élus d'être en discussion, d'être dans la concertation. Mais ils le font déjà. Ils sont les conseils de quartier, c'est ça. Les conseils d'arrondissement, c'est ça. Ils n'ont aucun pouvoir, les conseils d'arrondissement. J'en ai fait les frais pendant 8 ans de mandat ou 7 ans de mandat. On demande aux élus d'être responsables de tout et on ne leur donne pas les moyens de travailler correctement. Donc je vous le dis, le conseil d'arrondissement, ça existe, les conseils de quartier, ça existe. Allez encore rajouter une strate où on va transférer un budget pour une prise de décision qui va être compliquée et dont je remercie Romain d'avoir la lucidité de dire que tout ça risque d'être un peu infiltré quand même par les élus. Donc on tape sans arrêt sur les élus, on les déresponsabilise, on leur enlève un budget et après on pense qu'on va améliorer les choses. Non, enfin, le problème de base, c'est la confiance. Et quand je t'entends dire qu'on n'a pas élu Emmanuel Macron pour gérer la crise Covid, pardonne-moi si on élit le président de la République pour gérer ce genre de sujet. Pas tout seul, mais avec son gouvernement. C'est quand même lui qui nomme le gouvernement. Bon, donc si, c'est son boulot. Et tu peux dire qu'il l'a mal géré. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il l'a plutôt bien géré. Ça, on a le droit d'en débattre. Et puis, s'il n'a pas été bon, il ne sera pas élu dans quelques mois. Voilà. Mais par contre, c'était son job et il l'a fait. Je vous propose d'avancer parce qu'il nous reste assez peu de temps et il nous reste encore 2 sujets. Oui. On va parler de la présidentielle 2022 puisque lundi, cette semaine, 1000 personnes assistaient à la réunion publique de Reconquête avec Guillaume Pelletier, Stanislas Rigaud et Jean-Frédéric Poisson. En l'absence d'Éric Zemmour, c'est une participation plus qu'honorable. Surtout avec 2500 adhérents rhodaniens annoncés, Reconquête se définit comme le premier parti du département. Et pourtant, les idées d'extrême droite ou de droite dure, Raphaël, on ne veut pas froisser certains représentants de Reconquête, ne font pas recette à Lyon. Elles ne font plus recette à Lyon. Rémi, vous avez été un élu millonniste. Charles Millon s'est rapproché d'Éric Zemmour. Vous l'analysez comment aujourd'hui la réceptivité des Lyonnais à ces idées? Okay. Vous pensez que je soutiens Zemmour? Je vous le demande pas. Je sais pas, la présentation du vous êtes un ancien élu de Charles Millon qui soutient Zemmour laisse à penser aux gens que je soutiens Zemmour. Bon, alors, je le soutiens pas. Aujourd'hui, je sais même pas pour qui je vais voter, pour être très transparent avec vous. J'ai observé cette manifestation qui a eu lieu il y a quelques jours. On m'a dit vous m'avez dit que les journalistes, parce que j'ai lu les comptes rendus, qu'il y avait effectivement beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Bon, c'est vrai que ça me rappelle la campagne que nous on avait conduite en 2001. Je pense que Raphaël peut en témoigner. Voilà, je vois qu'il y a un courant de sympathie pour ce candidat-là. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous dire, à Lyon, s'il n'est pas élu, ça donnera, à mon avis, pas grand-chose. Voilà. Et juste une dernière observation que je voudrais faire, puis je laisse la parole à Romain pour qu'il s'exprime. On a toujours dit que Lyon était une terre centriste. Là, on l'entend depuis 60 ans. Personnellement, ça ne m'a jamais frappé, ce point-là. Et aussi bien lors de la campagne qu'on a fait en 2001, je crois qu'on a montré que c'était pas vrai. Et puis, quand on voit Grégory Doucet qui est élu, avec des candidats de la France Insoumise, j'ai pas l'impression non plus que ce soit des gens qu'on puisse considérer comme étant de parfaits centristes. Donc, je pense que Lyon est une ville comme les autres, une ville qui a l'ensemble des courants qui sont représentés. Éric Zemmour a fait une démonstration de force il y a quelques jours. Je pense que d'autres vont le faire aussi. Voilà. Après, l'histoire du courant Zemmour ou le futur du courant Zemmour, franchement, il repose sur Éric Zemmour. Donc si Éric Zemmour n'est pas élu à l'élection présidentielle, j'ai un peu peur que son mouvement n'ait pas une durée de vie immense à Lyon, plus qu'ailleurs d'ailleurs. Romain, Lyon est une ville comme les autres? Oui, un peu plus polluée. Oui. Visiblement, mais si, c'est-à-dire que effectivement, ce phénomène-là, c'est un peu dire qu'on est le premier parti parce qu'on a 1000 personnes qui viennent à une soirée, c'est un peu rapide comme raccourci. Un parti, c'est quand même des gens qui ils annoncent des adhérents. 2500. Oui, très bien. Mais je veux dire, c'est absolument normal que dans cette période de début d'effervescence politique, il y ait des phénomènes de fans qui se mettent à jour. On a connu ça avec La République En Marche. Oui, voilà, exactement. Vous vous souvenez du meeting de Emmanuel Macron au Palais des Sports de Gerland. De Gerland, c'était hallucinant. Le peuple c'était peut-être 6 fois ou 7 fois ce qui s'est passé. Plus que pour la vaccination actuellement. Oui, là, surtout pour la vaccination des 5-11 ans, j'ai l'impression que ça traîne à souiller un peu.
Mais non, je veux dire, ça veut rien dire. Parce que, évidemment, vous pensez bien que Pécresse, ça va pas faire ce genre de moment. Les gens qui votent Pécresse, ils vont pas se mettre à hurler, surtout s'il n'y a pas Pécresse. Donc, bon, il y a un phénomène de mayonnaise qui prend, mais qui ne signifie rien sur le rapport de force réel des gens qui vont aller voter le 10 et le 24 avril. En plus des adhérents, ils annoncent beaucoup de jeunes, 700, 800 jeunes. Ils ont rappelé également lundi que les premiers collages appelant à la candidature d'Éric Zemmour au printemps dernier, c'était à Lyon. Raphaël, votre analyse ? Pour l'instant, je ne suis pas sûr que la candidature d'Éric Zemmour incarne autre chose qu'une scission de ce bloc d'extrême droite, comme on les a déjà vus, avec à chaque fois un Bruno Maigret, par exemple, qui part avec effectivement les militants du Front National, les cadres du Front National, un peu toute l'élite du parti qui part avec lui. Et puis, comme ça devient une impasse électorale, ça disparaît, les gens reviennent ou disparaissent dans la nature. On nous dit que sur Zemmour, il y a une capacité à séduire une base militante qui était plus traditionnellement à droite, on va dire pas seulement des milieux populaires, et qu'effectivement des jeunes, mais c'est clairement pas le premier parti à Lyon aujourd'hui. Ils peuvent l'afficher comme ça dans une campagne, mais c'est certainement pas la première force politique dans l'agglomération. Et d'ailleurs, si ça le devenait, on serait bien incapable de dire ce qui prônerait pour la gestion de cette collectivité, parce que le projet d'Éric Zemmour, pour l'instant, il est quand même monosujet. C'est de dire que les immigrés, c'est le problème, la délinquance, c'est les immigrés. Enfin, tout sujet sur lequel il est interrogé, il va nous répondre les immigrés. Je ne sais pas comment on gère une ville, une agglomération comme ça, ni même un pays d'ailleurs. Rémi, avant qu'on passe au dernier sujet, vous avez quelque chose à rajouter ? Bon, d'abord, voyons ce que les candidats dits de gauche vont faire comme rassemblement à Lyon. Hein. On sera très attentif à voir s'il y a une dynamique qui s'enclenche. Je ne l'ai pas franchement vu pour l'instant, la dynamique. Ce serait une surprise parce qu'il n'y a pas de dynamique pour la gauche nulle part en France. Ça, pour l'instant, là, l'encéphalogramme plat, on le voit bien. Bon, on verra ça samedi avec Yves Jadot. Ouais, écoutez, Yannick. Pardon. On verra. Moi, je serai attentif à ça. Après, bon, Raphaël, tout ce qui est excessif est vain, quoi. Ce que tu dis sur Éric Zemmour, mais d'abord, c'est très éloigné de ce que lui dit. Je regrette de te le dire. Je fais que le citer, hein. Oui, mais quand on le cite intégralement. Il n'est pas monosujet, il travaille sur plein d'autres sujets, il a un programme qui est construit. Bon. Moi, je ne le soutiens pas, donc je ne vais pas me battre pour lui. Mais je suis en désaccord assez profond sur l'analyse que tu fais du bonhomme. Dernière chose sur Éric Zemmour, s'il veut se structurer à Lyon, il faut qu'il ait des chefs de file. Bon, à Lyon, et pas Guillaume Pelletier, hein. Très honnêtement. Donc ce qui va compter pour Éric Zemmour, c'est s'il a des élus de premier rang qui le rejoignent. Et je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur Étienne Blanc, qui est le bras droit historique de Laurent Wauquiez. Enfin, faut le rappeler à la région. J'ai l'impression qu'Étienne Blanc se pose des questions sur savoir qui doit soutenir. Si un garçon comme Étienne Blanc devait rejoindre Éric Zemmour, lui, il serait capable de structurer la droite à Lyon. Là, c'est un peu tard maintenant, là, quand même. Ce qu'il n'a pas réussi à... On n'en sait pas, on n'en sait rien. Bah si, c'est tard, là. Pourquoi c'est tard ? Il est pas là au début du lancement de Zemmour, il n'est pas là au début de Pécresse. Donc il est nulle part. Donc maintenant... Ça c'est pas grave. Regardez Gilbert Collard, il arrive au dernier moment, il est président d'honneur de Reconquête. Ouais, mais Oui. mais président d'honneur. Ce qui fait, c'est pas la date d'un ralliement. Bah si, quand même, si on se rallie le 9 avril, ça fait un peu les ralliés de la 5e heure, ou de la 25e heure. Ça compte pas. Ils sont toujours utiles. Ça compte pas, parce que tout le monde voit bien qu'on vole au secours de la victoire. Vous pouvez leur reprocher ça, mais c'est ces gens-là qui seraient en situation derrière de structurer le courant de Zemmour. Moi, je répondais juste à la question. Mais non, mais pas du tout Étienne Blanc. Étienne Blanc a échoué à le faire après les élections de 2020. Hein. Et il s'est fait virer par Pierre Oliver et Pascal Blache. Oui, et puis déjà, il a été obligé de se retirer entre les deux tours. Il s'est fait virer. Bon, il s'est quand même retiré entre les deux tours au profit de Cuchera. Moi, je vous dis juste qu'un mouvement politique, pour le structurer, il faut des têtes de pont. Mais c'est trop tard pour Étienne Blanc. C'est votre point de vue. Ah bah oui. Ça peut être Étienne Blanc, ça peut être un autre. Ah oui. Alors mais je dis que si Zemmour Zemmour veut se structurer, veut s'implanter durablement à Lyon, de toute façon, il lui faudra des têtes de pont qui structurent son mouvement. Je suis d'accord. Aujourd'hui, je n'en vois pas. C'est pas Guillaume Pelletier, une tête de pont à Lyon. Et Agnès Marion, alors voilà. Je la connais pas. Pardon Agnès. Pour moi, c'est une transfuge N'écoutez pas. du Rassemblement National. Du Rassemblement National. Mais elle n'était pas élue, elle, dans le 6e arrondissement. Non, pas dans le 6e. C'est dans le 7e. Je la connais pas. Peut-être plutôt Marion Maréchal. À Lyon. Bah oui, elle est à Lyon quand même. À la Confluence, oui.
On verra, à suivre. Elle était députée du Vaucluse, Marion Maréchal. Donc, mais Gilbert pardonnez-moi de ne pas savoir franchement où elle est Non, mais exactement. son entreprise, elle est à Lyon quand même. Oui. Il y a pas mal de parachutages, Moi, j'ai des effectivement. entreprises, vous savez, j'ai un bureau à Paris, j'ai un bureau à Aix-en-Provence. Ça ne fait pas de moi un Parisien ou un. Ah, si, quand même, c'est déjà bien. Oui, c'est bien, mais ça Ça ne en fait jette. pas de moi ni un Parisien ni un Aixois. Un peu quand même. On va être obligé de dépasser un petit peu sur le dernier sujet, mais je vous demanderai d'être bref. Moi, je serai bref. On termine sur la couverture de Met, le magazine métropolitain que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres et qui affiche en une un certain Bruno Bernard. Lundi, l'opposition s'est moquée de l'écologiste car c'est la première fois que le président du Grand Lyon ou de la métropole le fait. Même Gérard Collomb n'avait pas osé. Le constat est terrible, malgré son pouvoir, ses moyens. Les habitants connaissent toujours très mal la collectivité et donc encore moins son président. Romain, c'est dur à encaisser pour l'ego d'un élu. De ne pas être connu. Oui. Mais pas du tout. Bruno Bernard, il s'en fiche complètement de ne pas être connu. Mais après, il fait le job. Il faut effectivement. Cette collectivité complètement folle qui est la métropole de Lyon, qui n'existe nulle part ailleurs en France, qui par ailleurs a plein de défauts, maintenant qu'on l'a, au moins que les gens la connaissent. Ils ne la connaissaient pas en 2020, quand ils ont voté. Et ça serait pas mal qu'ils la connaissent en 2026. Si ça passe par identifier au moins un peu le président, je crois que c'est quand même pas le signe d'un ego démesuré ou d'une volonté d'être un impérator romain. J'étais court quand même. Raphaël. Oui, c'est pas vrai ce que dit l'opposition. Je me souviens très bien que Gérard Collomb, on l'avait fait en son temps, quand il avait un problème de notoriété après son élection. C'est sûr que... Alors, en une, il faudrait ressortir. C'était la une. David Kimmelfeld l'avait fait en une il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il avait le même problème, qu'il était à la tête de la métropole et qu'il n'était pas très connu. Alors, il n'avait peut-être pas fait la une complète, mais il y avait bien son visage en une. Donc c'est assez classique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un vrai problème pour Bruno Bernard. Il ne faut pas oublier que la métropole, désormais, c'est un scrutin direct et qu'il n'aura pas toujours la chance d'avoir Gérard Collomb en face de lui. Il a gagné la dernière fois un peu sur la liste... Je ne veux pas dire par défaut, parce qu'il y a une victoire qui est assez nette, mais c'était, on va dire, une victoire collective. Les gens ont voté pour les écologistes plus que pour Bruno Bernard. Mais on peut penser que la prochaine fois, l'opposition se structure, arrive à avoir une alternative crédible. Et là, forcément, l'équation personnelle, elle va jouer. Pour l'instant, Bruno Bernard, il s'est défini de manière un peu négative. Si on entend parler de lui, ce serait parce que les autres élus de la métropole dénoncent son autoritarisme. Donc je crois qu'il a clairement besoin effectivement de se mettre un peu plus en avant, même si, vous avez raison, je ne crois pas qu'il soit très mégalo, je ne crois pas qu'il goûte beaucoup à cet exercice. Donc s'il le fait, c'est que, par contre c'est un fin analyste politique, s'il le fait, c'est qu'il pense que politiquement il en a besoin. Rémi ? Bon, d'abord, président de la métropole, ça ne parle pas aux gens. Les gens sont très attachés à leur maire. Et là, on est dans l'indirect. Donc, c'est encore une strate de plus. Enfin, si on remontait du conseil de quartier jusqu'à la métropole, on verrait qu'il y a peut-être des strates à supprimer. Bon. Mais il en reste Mais au-dessus. c'est difficile pour lui. L'exercice, c'est difficile C'est plus un vote indirect. pour un président du Grand Lyon. Oui, mais c'est difficile pour un président du Grand Lyon. Il y a une collectivité que les gens ne connaissent pas, qui n'intéresse personne. C'est difficile, cet exercice d'acquérir cette notoriété. Donc, ne lui jetons pas la pierre et laissons-le... corriger ça. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, quand même, dans le cas de M. Bernard, moi qui parle plutôt avec les dirigeants, les chefs d'entreprise, les patrons de clubs de sport, etc., c'est qu'il est nulle part, quoi. C'est que ce type-là ne fait pas le job que faisait Gérard Collomb, que faisait Michel Noir, de s'intéresser aux gens, de les rencontrer, de les recevoir. Prenez l'agenda de Bruno Bernard, il n'est nulle part. Enfin, et moi, ce qui me revient, je ne le connais pas, ce monsieur. C'est moins grave que Anis Marion. Je le respecte parce qu'il est élu et qu'il est en situation de responsabilité, mais on se demande vraiment, enfin moi, les gens qui me font des retours sur la personnalité du gars se demandent vraiment s'il aime les gens. Et le problème, quand on fait de la politique, c'est que si on n'aime pas les gens, ça pose un tout petit problème. Donc oui, il a un déficit de notoriété. La question, c'est pourquoi il est à ce point déficit de notoriété, pourquoi il est à ce point absent de la vie du Grand Lyon. Bon. Donc c'est plutôt là-dessus, moi, que je travaillerais plutôt que sur une campagne de com. Il y a le Covid qui empêche un peu de serrer des mains. Mais c'est pas facile. Mais bien sûr. Et puis, je vous dis, il a des obstacles à monter qui sont pas les siens. Je veux dire, le Grand Lyon, ça parle à personne. Hein. La métropole de Lyon, ça parle à personne. Pas seulement, les écologistes ont aussi été élus dans la promesse d'une autre pratique de la politique. Ouais. Et c'est assez assumé de ne pas être présent dans les événements, de laisser ses vice-présidents être présents là où ils ont des responsabilités, et de ne pas vouloir incarner celui qui décide et qui a la solution, comme le faisait, enfin, de ne pas vouloir incarner l'homme Ça providentiel. fait partie de leurs erreurs politiques.
Ne pas vouloir être en prise directe avec les gens qui décident à Lyon, avec les gens qui C'est un choix votent à assumé, Lyon. en tout cas. Oui, mais c'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix. Alors, je vais vous dire, c'est un très très mauvais choix. Puis on le verra en 2026, mais c'est un très mauvais choix, ça c'est clair. On aura l'occasion de s'en rendre compte effectivement avec le temps. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.